So to start us off today, we have a pretty wonderful lineup. Aujourd'hui, nous avons des personnes, des invités qui vont passer en revue la situation stratégique internationale sous différents aspects. Parmi les experts qui sont avec nous aujourd'hui, je vais inviter Madame Elga Zaplarouche, la fondatrice de l'Institut Schiller, qui a co-initié la Coalition internationale pour la paix. Tout d'abord, merci, bien, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, à 2 jours de Pâques, le monde se trouve en pleine turbulence. OK. Et personne ne sait où cela va en venir, où cela va terminer. Il y a beaucoup de manifestations pour la paix qui vont avoir lieu en Europe demain. S'il vous plaît, participez-y. La situation n'est pas du tout fixée. Rien n'est fixé. La situation, tout d'abord en Ukraine, pour commencer par cela, est, est toujours très volatile, malgré le fait qu'une réunion a lieu après l'autre. Il y avait une à Paris hier, une qui a lieu ensuite à Bruxelles ou à Londres, mais il n'en est rien sorti de définitif. Et l'un des grands sujets, qui n'est pas juste une question pour les personnes qui s'inquiètent de l'existence future de la survie de l'Allemagne, mais c'est pour le monde entier. C'est donc par rapport au fait que le chancelier Friedrich Merz, qui pourra peut-être être chancelier ou pas, il était dans un show télévisé. Récemment, il a dit qu'il voulait déployer les missiles Taurus en Ukraine. Et si cela était en accord avec les alliés européens. Et les Britanniques ont dit qu'ils soutenaient complètement cela. Et étant donné le fait que les missiles Taurus sont basés sur des renseignements euh, qui doivent arriver des États-Unis, donc la question c'est est-ce que Trump autorisera cela ou pas, de donner les renseignements qui seront nécessaires à l'utilisation des missiles Taurus pour que l'Ukraine les utilise. Ce missile qui a une portée plus grande que ceux de la France et de la Grande-Bretagne. Ils vont à plus de 500 kilomètres et ils peuvent aller en profondeur dans le territoire russe. Et cela nécessite d'être opéré par des soldats allemands. Et cela rend donc, si ces missiles Taurus sont déployés, cela rend l'Allemagne partie prenante à cette guerre directement. Ça a été insisté, souligné par Maria Zakharova, porte-parole du gouvernement russe. Elle a dit que c'était complètement fou. C'est une logique terroriste, c'est l'expression d'extrémisme. L'ancien Premier ministre Medvedev a été encore plus fort. Il a dit que si la proposition franco-britannique d'envoyer des soi-disant troupes de paix en Ukraine, qui seraient des troupes en fait combatives, eh bien, il rentrerait dans des cercueils. Et Medvedev a toujours été très, très incisif. Les services de renseignement russes, les services de renseignement extérieurs russes ont fait un dessin euh, qui est un peu inspiré par les cartoons qu'il y avait à l'époque soviétique, avec où on voit une souris qui a la, 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 la langue qui pend grandement, et en fait où il est marqué que le fascisme revient maintenant, aujourd'hui, plusieurs décennies plus tard. Et toute personne qui n'est pas complètement stupide par rapport à l'histoire va se demander, mais comment est-ce que l'Allemagne peut faire des choses comme ça? Comment est-ce qu'on peut aller à une escalade
Et pour qu'est-ce qui cause Merz d'être autant russophobe? Il n'y a aucune volonté de solution diplomatique. Il y a une volonté d'aller dans une escalade de la guerre au moment où la Russie et les États-Unis tentent d'essayer d'avoir des accords entre eux, de revenir à des relations plus normales et de résoudre cette crise ukrainienne. Et donc, il y a quelque chose qui se réveille en Allemagne, qui est une tradition terrible qui ressurgit aujourd'hui, plusieurs décennies plus tard. Et je suis très, très inquiète, car il semble y avoir au moins un endormissement de la population allemande qui a voté Merz, et le CDU-CSU est devenu le plus grand parti, une majorité qui a le plus grand nombre de votes, mais il a complètement remis en cause totalement ses engagements de campagne dès son élection, une semaine après son élection, où il a dit qu'il serait prêt à aller au-delà des rigueurs budgétaires, alors qu'il avait dit que c'est quelqu'un qui est totalement euh, pour la rigueur budgétaire. Il a dit qu'il était prêt maintenant à aller à l'inverse pour pouvoir financer la guerre. La situation donc en Ukraine est très volatile malgré le soi-disant cessez-le-feu. Et il y a des attaques massives de drones ukrainiennes contre la Russie, aussi des attaques massives russes contre l'Ukraine. Un drone ukrainien était juste 300 mètres a été intercepté à 300 mètres ou a été en tout cas à 300 mètres de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Une situation donc très dangereuse. La situation est totalement désespérée en Ukraine. Maintenant que l'hiver se termine, on peut s'attendre à une campagne de printemps et d'été qui va être relancée par la Russie. Et donc, ça sera une répète de ce qui s'est passé en 2024. Et la fin de la guerre, ça ne sera pas pareil, ça sera bien plus grande avancée, car là, il est clair que l'Ukraine perd. L'Ukraine a une mobilisation de guerre totale, mais n'a plus assez de force, alors que la Russie n'est pas dans une mobilisation de toute sa population pour la guerre. Et l'économie russe s'en sort assez bien. Et donc, le problème pour l'Ukraine, c'est la main-d'œuvre. Ils ont essayé d'abaisser l'âge de recrutement à 18 ans pour l'armée. Les gens ne veulent pas y aller pour des raisons évidentes. Et ils ont dit officiellement qu'ils auraient 30 000 nouvelles recrues tous les mois. Mais en fait, ça a été 500, enfin, ça a été en tout cas beaucoup moins que ce qu'ils veulent avoir. Toute la stratégie ukrainienne est maintenant basée sur les drones. Donc, si la Russie était capable de faire chuter la plupart de ces drones, alors tout s'effondrerait pour l'Ukraine. La situation est toujours très tendue et les efforts de la coalition des volontaires, soi-disant coalition des volontaires de la France, les Britanniques, la Pologne, les Pays-Baltes, la Scandinavie, c'est toujours ce qui pousse une escalade dans cette guerre. L'autre théâtre majeur, le pire a été évité heureusement, car différents médias, incluant le New York Times, rapportent que le président Trump a refusé de donner le soutien américain à un plan d'attaque contre les centres nucléaires iraniens. Donc un projet israélien que Trump a refusé, dont Trump a refusé de donner son soutien. Donc c'est heureusement que cela a été refusé, mais la situation reste absolument terrible. Et en Israël, le leadership militaire
bloque toute aide humanitaire à Gaza et les gens se sont déplacés d'un endroit à l'autre. Les tueries continuent et il n'y a pas donc d'aide humanitaire. Israël dit que l'aide humanitaire serait utilisée par le Hamas comme une arme et donc ils ne veulent pas donner, ils prétendent donc voilà, c'est pour ça qu'ils ne vont pas donner d'aide humanitaire. Le ministre de la Culture et du Sport, Miki Zora, israélien, a dit la seule chose que nous allons amener à Gaza, c'est le feu de l'enfer. Donc cela est en complète violation évidemment de ce qu'a dit la Cour internationale de justice, qui a dit que l'aide humanitaire doit aller à Gaza. Et il y a un signe prometteur du côté saoudien que le ministre de la Défense saoudien était en Iran et que les discussions à Oman entre les États-Unis et l'Iran, de manière indirecte, des discussions indirectes, directes, semble-t-il, avancent bien. Et il y a donc des signes prometteurs. L'un, c'est que les Chinois et les Brésiliens se sont mis d'accord pour bâtir le corridor de voie ferrée du Brésil au Pérou jusqu'au port de Chancay, donc le projet ferroviaire biocéanique. C'est une percée pour l'Amérique latine et pour l'Amérique du Sud. Il y a un effort d'utiliser l'anniversaire des 70 ans de la conférence de Bandung dans une réunion au club de Valdai où un groupe important de personnes discute la possibilité de est que une conférence de Bandung 2.0 est possible. Il y a donc des signes de raison au moins dans la partie des pays du Sud global. Mais malheureusement, dans l'Occident global, dans le Nord global, ces signes-là n'existent pas. La Commission européenne, par exemple, a interdit les États membres de l'Union européenne et les leaders des pays membres de l'Union, les leaders des pays membres de l'Union européenne interdit de participer aux cérémonies le 9 mai à Moscou de la victoire et bien la Serbie et la République tchèque, les dirigeants de ces deux pays ont dit qu'ils n'allaient pas accepter cela et donc il y a eu une lettre disant que les ambassadeurs de Russie et de Biélorussie ne sont pas les bienvenus le 8 mai. Donc c'est le gouvernement allemand qui refuse d'avoir des officiels russes dans les cérémonies de la défaite contre le nazisme. Donc, c'est-à-dire que le pays qui a été le plus important pour la défaite du nazisme est donc maintenant exclu de ces cérémonies. C'est une honte sur les gens qui en Allemagne font cela. Et c'est une catastrophe, je peux juste dire que c'est une catastrophe. Cela reflète vraiment une situation terrible. Je ne vois aucun leadership compétent émergent en Europe qui pourrait mettre fin à, à, à toute cette horreur. Et étant donné que la guerre des tarifs que Trump a lancée, il a fait une pause donc pour tous les pays sauf la Chine. Donc la guerre commerciale avec la Chine est en escalade et la Chine répond de manière très très forte en fait sur même les douanes venues des États-Unis. Et ils ont banni donc aussi l'exportation des terres rares aux États-Unis, ce qui est très embêtant, très problématique pour les usines américaines. Cela avait causé une inflation massive aux États-Unis et possiblement une augmentation donc de, du chômage. Donc nous avons une situation très dangereuse et nous avons poussé toujours à une nouvelle architecture internationale
de développement et de sécurité. Et cela est vraiment ce qui doit avoir lieu. C'est la seule façon de sortir de cette situation. Cela nécessite plus de gens qui s'activent et qui disent, qui amènent une voix de la raison. Et c'est l'objectif de cette coalition internationale pour la paix, de faire en sorte de réunir les gens qui ont une voix de raison et de pousser donc à la raison au niveau international. Et il faut créer un conseil de la raison de leaders du monde qui sont prêts à agir pour que l'humanité aille dans une nouvelle phase. Et il faut une humanité qui aille vers un nouveau paradigme où la géopolitique soit dépassée. C'est le commentaire initial que je voulais faire. Merci Elga. Oui, c'est vraiment honteux ce qui se passe où l'Allemagne n'autorise même pas à ce qu'il y ait des représentants russes aux cérémonies de la défaite du nazisme. C'est vraiment dégoûtant. Donc aujourd'hui, nous pouvons voilà, agir pour amener de la décence. Merci beaucoup, Elga, pour cette ouverture, pour cette introduction, pour continuer la discussion. Je vais donner la parole à Alex Kreiner, qui est conseiller financier et analyste économique, qui est en contact notamment avec Harley Schlanger, qui utilise beaucoup de ce que vous faites, de votre expertise. Merci de nous l'apporter aujourd'hui. C'est à vous. Merci beaucoup pour cette introduction gentille. C'est mutuel aussi avec Harley, je pourrais ajouter, parce que j'utilise beaucoup d'informations de l'organisation Larouche dans mes analyses. J'ai beaucoup appris au cours des années de la part de cette organisation. Je voulais prendre un angle un peu différent aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, je suis un analyste de marché, un conseiller financier et il y a certaines choses qui sont peut-être difficiles à comprendre du point de vue de l'analyse classique de l'économie ou ce que nous recevons de la part des institutions de sondage, etc. Mais j'ai vu, et c'est tout à fait pertinent, qu'il y a autre chose qui se passe. Pardon, il y a une tendance à recevoir des choses de la part de la Chine ou de l'Inde parce que cela arrive très rapidement avec quelques clics sur Internet. Il y a les guerres tarifaires et certaines des dispositions qui ont été expliquées sur les médias sociaux sont intéressants. Il y avait par exemple un monsieur qui a expliqué les mathématiques derrière ces droits de douane sur les produits manufacturiers de la Chine. Maintenant, je suppose que beaucoup de gens ont vu ces explications, mais il a expliqué dans ce cas-ci le cas des chaussures qu'on peut acheter pour 100 dollars aux États-Unis, mais qui coûtent environ 10 dollars par paire en Chine pour le produire. Et pourtant, les États-Unis veulent ajouter un droit de douane de 90% sur le prix de production. Donc, les chaussures vont
coûter non pas $25 plus $100, c'est-à-dire 125, mais $12,50 au lieu de $10 parce que cela s'applique au prix de production. Donc, on dit, ah, le prix va augmenter de $2,50, c'est pas beaucoup. Mais les consommateurs en Occident et ailleurs ont aussi un choix. Ils peuvent acheter ces chaussures pour $12,50 ou à un prix inférieur, mais il n'y aura peut-être pas la marque Nike là-dessus, mais une autre marque. Il y avait une autre vidéo virale montrant un homme qui gère la production de sacs pour tennis. Et il a donné l'exemple d'un sac qui va coûter 38 000 $ en Europe. Et puis, il explique comment on en arrive à ce prix. Il montre quel fil on utilise, quel euh, matériel pour la doublure. Et il en arrive à dire que le coût de production est environ $1,000. La différence, c'est qu'il y aura, si on achète un tel article pour $1,000, la seule différence, c'est qu'il n'y aura pas la marque Hermès dessus ou une autre marque célèbre. Alors, ça, c'est un facteur très important dans le monde occidental. Parce qu'en Europe, en particulier, il y a pratiquement un monopole sur les sacs à main, sur différents sacs de Louis Vuitton, etc. Il y a le caviar. Et au cours des années, j'ai vu des témoignages de la part de, disons, des, des responsables gouvernementaux corrompus dans les pays du tiers-monde qui sont recrutés, qui sont leurrés euh, et disent, oh, vous pourrez acheter tout ce que vous voudrez pour votre femme. Et donc, on attire ces personnes à ouvrir des comptes bancaires à Londres, à Monaco, etc. Ils achètent ici des logements à Londres, dans le sud de la France, aux États-Unis. Ils y envoient leurs enfants aux universités. Ça, c'est une partie de l'histoire. Mais le fait que cette guerre commerciale aboutit maintenant à un angle intéressant euh, sur ce facteur bling-bling des articles de consommation. Par exemple, la différence entre ce qu'on peut acheter pour 38 000 $ avec une marque dessus ou pour 1 000 $ en l'achetant directement à la Chine. Maintenant, je ne parle pas directement ou seulement de la Chine, mais je parle du commerce en général, où que ce soit dans le monde, vers n'importe où. Tout cela a un impact sur l'ensemble du système commercial. J'ai souvent dit que, mais je pense que c'est une observation tout à fait pertinente. Et je cite souvent Confucius qui a dit que quand une victoire tombe, ça fait beaucoup de bruit. Mais quand un germe tombe, il ne fait pas de bruit, mais il va donner beaucoup de plantes à l'avenir.
Et maintenant, je pense qu'il devient très facile pour quiconque d'acheter des choses à un prix inférieur, ce qui fait que nous sommes tous plus riches, non seulement en termes de quantité, mais aussi en termes de qualité. De mon expérience personnelle, j'ai ordonné quelque chose de l'Inde. Pourquoi? Si on vit en Occident, on achète en général, on achète des choses au supermarché, euh, du thé, bon, c'est des feuilles sèches avec un peu d'arôme. Et ce sont de grandes sociétés qui rassemblent les feuilles de plantes de partout dans le monde pour en faire un thé. Et quelqu'un en Inde a compris cela et a eu l'idée euh, que j'ai vue sur Internet. Et je l'ai vu sur Internet et je l'ai commandé et quelques jours plus tard, je l'ai reçu. C'était en provenance de l'Inde. Et il y a une petite description avec qui décrit les différents thés qui en font partie. Ce sont des produits que Lipton ou les grands Bessemer, les grandes sociétés de thé ne font pas. Et ces sociétés sont en train de perdre leur marché. Ce sont de grands arbres, comme je l'ai dit, qui tombent avec beaucoup de bruit. Et des petites sociétés ou des personnes ailleurs dans le monde peuvent répondre aux besoins, aussi en Occident. Aujourd'hui, j'ai eu une discussion avec Nimo Akorshid sur son site Internet et il m'a dit qu'il fait la même chose de là où il est, au Brésil. Il dit qu'il commande directement des produits à la Chine. Il a dit qu'il y a 2 ans, c'était compliqué parce qu'il a fallu d'abord acheter des dollars. Il a fallu ensuite faire passer la commande. C'était compliqué. Euh, et ce n'était pas rentable en fin de compte par rapport à ce qu'on pouvait acheter au supermarché. Mais maintenant, dit-il, je peux acheter avec le réal brésilien tout ce que je veux en Chine. Et à mesure que ces outils deviennent disponibles pour tout le monde dans n'importe quel pays, quelqu'un qui a une offre à faire de où que ce soit dans le monde peut s'imposer et il peut rendre disponible ce produit partout dans le monde. Cela va nous enrichir tous. Nous allons tous devenir des employeurs. Par exemple, cette société du thé qui s'appelle Teabox, ça ne coûte, c'est pas bon marché. Il faut quand même payer quelque chose. Donc, à part le prix de transport pour le faire venir en Occident, ils, euh, ils jugulent leur prix pour qu'il y ait aussi une marge pour elles-mêmes, pour ces sociétés. Donc, elles peuvent probablement employer pas mal de personnel en Inde, de leur offrir des salaires décents, etc. Donc, c'est profitable. Cela transforme, je pense, la manière dont conduit le commerce l'humanité. En général, quand on fait la guerre, quand on impose la guerre à un pays, on commence par détruire l'économie. C'est cela qui s'est passé en Ukraine.
l'économie était la pire en termes de performance au niveau mondial. Il y avait une croissance négative du PIB sur les 20 ans avant 2014. Les deux autres pays les plus mal en point dans le monde, c'était la Moldavie et la Géorgie. Et maintenant, nous voyons la destruction des économies européennes au moment même où l'Europe prépare la guerre contre la Russie. Donc, si l'économie mondiale se transforme pour parvenir à un autre niveau, que nous devenons tous plus prospères, il y aura moins, on sera moins enclin à faire la guerre. On ne croira pas aussi facilement aux histoires d'épouvantail dans tel ou tel pays. Si vous pouvez résumer un petit peu. Oui, alors je voulais dire en fin de compte que nous ne voyons pas ces aspects dans l'agrégat. Mais je crois que cela se produit quand même et que si nous y prêtons attention, et c'est important pour défendre le nouveau système de paiement, nous serons par là même en train de défendre la paix et les relations entre peuples et entre cultures. Voilà mon message principal. Merci beaucoup, Alex, de nous avoir présenté cela. Nous pouvons revenir là-dessus pendant la discussion. C'est un sujet important sur cet intermédiaire dans la chaîne commerciale qui augmente les prix. Nous avons déjà beaucoup de questions qui sont arrivées, donc nous allons les reprendre dans la discussion. Maintenant, je vais passer à Dennis Small, qui est de l'Institut Schiller, qui est expert ou analyste en économie. OK, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous. L'Économiste de Londres a eu un article intéressant hier, rappelant les gens du choc de 1971 du temps du président Nixon, où on a enlevé le système monétaire international pour introduire un système de taux de change flottant. Et l'économiste se demande si nous nous trouvons maintenant face au choc Trump par rapport à ces droits de douane. Et je pense que cela s'applique effectivement à une partie du problème. La moitié moindre, pour ainsi dire, c'est que l'imposition des droits de douane a créé des hauts et des bas complètement fous au niveau financier. Les droits de douane, ce n'est pas le problème en tant que tel, mais ça a déclenché une explosion dans ce système criblé de dettes impayables qui ne seront jamais remboursées, quelle que soit la quantité de guerre qu'on combat. La dette et les agrégats financiers ne seront jamais payés. Mais avec les droits de douane, on arrive à une situation où on essaie d'équilibrer le commerce américain. C'est un concept monétariste idiot pour commencer.
on ne va pas obliger les pays dans le monde, dans le secteur en développement, à acheter plus des États-Unis, ce qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'ils n'en ont pas les moyens économiques de le faire, ou les obliger à exporter moins vers les États-Unis à cause des droits de douane. Et je pense que de leur point de vue de ces pays en développement, je pense que la situation se présente un peu différemment par rapport que celle de l'Occident. Et dans ces pays en développement, avec les droits de douane, ça va faire une explosion totale de tout leur système. Nous voyons ici le risque d'une dédollarisation encore plus poussée, un processus qui a commencé avec l'imposition des sanctions contre les Nicaragua d'abord, contre l'Iran, etc. À l'époque, personne au monde ne voulait détenir des dollars dans ces pays parce qu'on savait qu'ils seraient volés. Et c'est une nouvelle géométrie monétaire qui se met en place ou qui s'est mise en place dans le cadre des BRICS et autres. Voilà la partie moindre du problème ou de la situation. Et même l'économiste de Londres, il y a 2 semaines, a noté que le système financier avait failli exploser le 8 avril dernier. Et ce n'était que la promesse de la Réserve fédérale de Los Angeles de fournir des renflouements illimités des banques qui a évité cette explosion. Cette tactique a marché une ou deux fois dans le passé et l'économiste pense que ça va marcher à nouveau. Mais nous sommes en réalité au bord du précipice. Maintenant, l'autre aspect du problème qui est plus important, c'est que nous sommes au début, peut-être même au milieu d'un changement technologique, tectonique massif des flux physiques des produits, c'est-à-dire la partie de l'économie qu'aucun monétariste ne soulève. Aux États-Unis ou en Europe, partout où je le vois, nous voyons que les flux physiques prennent une direction déjà prévue par Lyndon LaRouche. C'est un changement ou un basculement vers le Pacifique. Helga a mentionné certains aspects de cela avec les accords entre la Chine et le Brésil à propos du corridor transoceanique en Amérique latine, en Amérique du Sud. Il y avait aussi une déclaration de la part du conseiller économique de Lula, Celso Amorim. Il a été interviewé par Il Globo il y a 2 jours. Il a dit que la Chine dispose aujourd'hui de ressources à investir à l'étranger d'une hauteur que les États-Unis n'ont pas. La Chine offre plus d'opportunités et moins de risques en termes de commerce. Voilà le type de commentaires qu'on entend de plus en plus dans les pays du Sud. Par exemple, en Malaisie récemment, lors de la visite récente de responsables américains. Ce Malaisien a dénoncé la tendance vers le tribalisme régional, que aussi que l'Indonésie ne va pas se séparer de la Chine.
Alors, Helga a demandé s'il serait possible d'organiser une conférence Bandung 2 ou une conférence bis, et je pense que c'est tout à fait possible. Mais il faut changer l'orientation politique aux États-Unis, en Europe et en général en Occident. Maintenant, je vais vous montrer quelques cartes. Ici, vous avez les légendes sont en espagnol. Je n'ai pas pu trouver mes cartes en anglais. Mais voilà, c'est une autre carte de l'Institut Schiller que nous avons publiée dans l'OIR qui concerne les lignes ferroviaires existantes et proposées en Amérique du Sud. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de rouge. Cette route au milieu, en bleu, est précisément la route qui est actuellement discutée par la Chine et le Brésil entre Porto Sul. C'est une carte schématique qui ne montre pas la géographie, mais cette route mène ici à Puerto Velho et puis en allant directement vers Shanghai ou peut-être en passant plus au sud, mais pour arriver en fin de compte au port le plus grand d'Amérique du Sud qui est déjà relié à Shanghai en Chine. Il y a beaucoup d'exportations, 350 milliards de dollars d'exportations qui partent de là, dont un tiers va à la Chine. Il y a beaucoup de minerais de fer et de soya. Cela fait 70 milliards par an. Les minerais de fer viennent de cette région que je montrais ici, au Brésil. Si vous voyez le curseur, c'est à la pointe de cette ligne en vert qui mène à Saint-Louis et on pourrait le relier à cette nouvelle route de prévue. Maintenant, si vous êtes brésilien et que vous savez que l'avenir réside dans l'Asie-Pacifique, vous, en tant que Brésil, vous voulez être relié au Pacifique. Et donc, la manière de le faire, c'est de participer à la construction d'un chemin de fer. Et ici, vous voyez une projection polaire de cette route. Et vous voyez ici que la route entre Shanghai et Shanghai est presque sur le cercle. Et c'est donc, cela met en perspective cette proposition de corridor bio-océanique en Amérique du Sud. La Chine ne dit pas faites la guerre, elle lui dit rejoignez les BRICS, rejoignez la ceinture et la route. Donc, malgré les menaces venant des États-Unis, le président Lula va participer aux célébrations du 9 mai pour la fin de la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il reconnaît parfaitement le rôle de l'Union soviétique dans la victoire de cette guerre. Et après Moscou, il va se rendre en Chine pour discuter d'accords commerciaux. Maintenant, regardez cette carte. La partie en rouge, si vous êtes en Inde et que vous voulez échanger avec la Russie, maintenant il faut passer par la mer Rouge, par la Méditerranée, puis le détroit de Gibraltar, et puis aller vers la mer du Nord. Mais l'Inde travaille maintenant ensemble avec l'Inde, avec l'Iran et les autres pays travaillent sur la construction de cette ligne en vert
Et il y a en plus cette ligne ferroviaire venant de Shanghai jusqu'à l'Iran, à Chabahar, et un deuxième au Pakistan, à Chabahar, qui sont tout près l'un de l'autre. Donc, c'est là où les choses se produisent. Et en Occident, par contre, tout ce qu'on voit, c'est la guerre. Maintenant, regardez cette charte de la production d'acier dans le monde qui, ne, qui s'est arrêtée à 2013. Et on voit déjà la progression de la Chine pendant ces 30 ans. On voit comment cela s'est développé ces dernières décennies. Et si on regarde jusqu'à 2023, ce que nous sommes en train de compiler en ce moment, se montrera une augmentation encore plus spectaculaire. Ici, on voit la croissance de la production par tête parce que nous n'avons pas encore pu faire des mises à jour. Cela s'arrête à 2013. Mais vous voyez ici pour l'acier, pour le fer, pour le charbon, euh, pour la Chine par rapport au reste du monde, où c'est pratiquement négatif maintenant. Et on pourrait regarder aussi pour le reste du monde. Mais la croissance réelle, le domaine où c'est le plus important, c'est dans le domaine de la science et de la technologie. Et c'est la Chine qui construit des lignes ferroviaires à grande vitesse. C'est la Chine qui va de l'avant dans la recherche spatiale. Et si vous êtes un pays du Sud, que vous regardez le monde, quelle que soit votre idéologie, que vous soyez marxiste ou confucien, que vous aimiez l'école de Harvard ou de Chicago, euh, quelles que soient les théories euh, que vous défendez, vous allez vous dire, bon, ben, comment nous allons survivre en tant que pays? Et vous allez voir que le monde se bascule vers le Pacifique, vers la Chine. Donc, c'est ce genre de raisonnement qui va façonner le monde dans les années à venir. Et nous pourrons en faire partie, nous pourrons les rejoindre, cette nouvelle dynamique en Occident, en, en nous joignant à cette nouvelle architecture de développement et de sécurité. Je vais conclure en vous montrant ce livre, Les prochaines 50 ans de la Terre, par Linda LaRouche d'il y a quelques années. Et c'est un thème qui sera discuté à notre prochaine conférence de l'Institut Schiller. Dans ce livre, il y a un chapitre sur le monde eurasiatique qui sous-titre sur un nouveau traité de Westphalie. Et en introduction, Larouche écrivait en 2005: la seule solution à cette crise, c'est de mettre le système monétaire et financier dans un mode d'orientation de mission avec des États-nations souverains dans le sens d'un système de Bretton Woods conçu par le président Roosevelt. C'est seulement cette approche qui permettra d'éviter la grande explosion monétaire et financière. On ne peut pas éviter le plongeon de la planète dans ce nouvel âge des ténèbres à moins d'agir sur le fait que toute la théorie monétariste actuelle a échoué. Elle n'est pas seulement incompétente au point de l'absurdité, mais est aussi un obstacle vicieux à toute réforme permettant à toute économie de sortir de la crise actuelle en bonne santé. Voilà ce que je voulais ajouter à la discussion aujourd'hui.
Merci, Dennis. Maintenant, avant de passer à la discussion, je veux vous dire que pour ceux qui nous suivent depuis ces dernières semaines, vous l'avez suivi sans doute. Vous savez que nous sommes allés dans beaucoup d'universités. Je viens de faire une tournée de New York avec José Vega et d'autres. Et nous avons eu des interventions excellentes. Je vais vous montrer quelques photos. Nous avons été à l'Université de New York, à l'Université City College, etc. Je vais vous montrer quelques photos. Il y a cette affiche que j'avais montrée la semaine dernière. 3 millions de nouveaux emplois d'ici 2030, qui a eu beaucoup de succès, qui a attiré beaucoup de gens. C'est quoi les 3 milliards de nouveaux emplois? Où ça? Dans quel secteur, etc. Et donc, c'est assez intéressant de voir que il y a certaines personnes donc, qui nous criaient dessus, mais les plus raisonnables, pas mal de gens raisonnables, qui, qui nous, qui nous soutenaient. Et nous avions un panneau qui disait il n'y a pas de limite à la croissance. Ça semble un peu évident, mais il y a beaucoup de gens pour qui c'est surprenant, puisqu'on enseigne justement qu'il y a des limites à cette croissance. Donc nous avons pu amener aux gens quelles, quelles sont les politiques qui sont naturelles pour le développement humain et qui permettent d'aller au-delà des ressources, des limites de ressources des ressources, puisque grâce aux découvertes scientifiques, aux découvertes de nouvelles technologies, eh bien, nous pouvons aller de l'avant. C'est ainsi que nous sommes allés du bois, nous sommes passés au charbon, puis du charbon, nous sommes passés au pétrole, du pétrole au nucléaire. C'est ainsi que nous pouvons aller vers la fusion. Il y a toujours une nouvelle étape à franchir quand on atteint une limite. Donc, José Vega est clairement donc des personnes qui fait des interventions dans des conférences, qui, qui fait ça énormément, qui est connu pour cela, qui intervient sur des officiels, sur des politiques, différentes personnes, des journalistes éminents qui sont des gens des bat-en-guerre, hein, des gens du système et qui intervient donc pour dénoncer cela. Donc il y a eu des millions de vues de ces vidéos, de, des vidéos de ces interventions qui ont été repartagées, repartagées. Donc il est difficile même de savoir combien, mais euh, peut-être 10 millions de personnes l'ont vu, peut-être plus, c'est juste énorme. Et donc nous allons sur ces campus, nous voulons atteindre différentes personnes, nous voulons créer un débat, créer des discussions. Et si vous êtes un professeur d'université ou si vous êtes étudiant, s'il vous plaît, eh ben, contactez-nous. Et il faudrait que vous veniez à la conférence de, 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 du 24 et 25 mai, la conférence de l'Institut Schiller, qui sera aux États-Unis et aussi en ligne. Et donc, il y a beaucoup d'autres événements qui qui sont disponibles et nous aurons une discussion
le 22 avril avec une discussion avec El Ghazep Larouche, une discussion internationale des jeunes. Et elle va partager donc son écran une nouvelle fois, où elle va montrer où est-ce qu'il est possible de s'inscrire pour cette rencontre des jeunes. Ce sera en anglais, par contre. Et donc, vous pouvez aller sur le site de l'Institut Schiller français aussi pour laisser vos coordonnées et voir tout ce que fait la Coalition internationale pour la paix. institutschiller.org. institutschiller.org. Vous pouvez laisser vos coordonnées. Je vais mettre ensuite le lien pour laisser vos coordonnées, le lien vers l'invitation à la Coalition pour la paix en français pour inviter plus de monde. Donc voilà, cette discussion internationale de jeunes pour réunir des jeunes du monde entier et voir comment est-ce que l'on peut agir pour la paix. Et donc vous voyez ainsi que ce n'est pas juste dans votre pays que les choses ont lieu, c'est une mobilisation internationale. Et ça, c'est très important. Ce sera très, très bien de discuter avec El Ghazep Larouche et des gens à travers du monde pour les jeunes qui veulent y participer. Daniel m'a envoyé un message. Je crois que nous avons eu parfois 40 nations différentes dans ce genre de discussion par le passé. Donc le 22 avril. Et elle va partager le lien dans le chat de cette discussion qui sera en anglais. Et elle parle là donc de la conférence des 24 et 25 mai. Le dimanche, il y aura notamment dans le quatrième panel l'héritage de Larouche, de Lyndon Larouche, le projet de publier tous ses écrits. Et donc le panel 5 faire en sorte de voir pour les 50 prochaines années comment à quoi le monde va ressembler, à quoi nous voulons faire en sorte qu'il ressemble. Donc de nombreux panels des experts, des gens, des activistes, des militants du monde entier, des scientifiques, des artistes qui seront dans cette conférence internationale. Donc, il sera possible de participer à cette conférence, de poser des questions aux différents intervenants de cette conférence. Donc, il est important, voilà, que les jeunes se mobilisent et de secouer un peu les gens qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment actifs et de dénoncer les gens du système. Donc, je vais mettre à l'instant dans le chat en français des liens pour partager la coalition pour la paix, pour inviter des gens. Tous les liens aussi pour laisser vos coordonnées. Et donc, vous pourrez intervenir bientôt. Nous allons passer à la question-réponse après l'intervention d'Elga, ou bientôt en tout cas. Vous pourrez lever la main à ce moment-là. Donc, Elga Zep-Larouche dit je veux dire donc par rapport à Merz, Merz qui sera donc peut-être bientôt chancelier de l'Allemagne, qui a dénoncé quelque chose de la Chine en disant que des containers arrivent avec des choses douteuses dans ces containers depuis la Chine, mais qu'il veut intervenir pour contrôler cela quand il arrive à son poste. Et donc c'est-à-dire qu'en même temps, s'il veut arrêter le commerce venant de la Chine, il n'y aura plus grand-chose qui va fonctionner. Et donc le sommet de Bandung a eu lieu, donc maintenant dans le passé et aujourd'hui, il y a des gens dans le sud global qui veulent rétablir faire revivre cet héritage. Et les médias mainstream occidentaux ne rapportent pas du tout quel est l'état d'esprit des pays du sud global et des BRICS
Et donc, il n'explique pas cela, il le déforme totalement. Donc, il est important de voir les gens qui rapportent vraiment ce qui est dit par ce que font ces pays. Il y a différentes personnes qui doivent être entendues, que les médias mainstream ne présentent pas. Et donc, la conférence de Bandung, avec le président Sukarno, le président Nehru, avait l'objectif de mettre fin au colonialisme qui arrivait dans sa nouvelle forme, avec le contrôle du commerce et le contrôle des termes des crédits. Mais cela continue. Mais avec la montée de la Chine en particulier, les pays du Sud global maintenant pensent qu'ils sont suffisamment forts, suffisamment solides pour pouvoir agir directement, mettre fin à ce nouveau colonialisme et où toute personne dans le monde aura la possibilité de développer, tous les pays auront la possibilité de développer, de permettre à chacun de développer tout son potentiel. Et nous avons dans l'establishment des gens complètement dégénérés qui veulent s'opposer à ce développement des pays du Sud global. Mais tout le monde devrait être heureux, enthousiaste de cela. Tout le monde a droit à l'eau potable, tout le monde a le droit à un développement, à une vie décente. Et donc il faut agir urgemment pour mettre fin à la pauvreté. Car si vous avez un repas par jour, que vous n'avez pas le temps d'aller à l'école, d'étudier ou de développer vos différents talents, c'est terrible. Et donc il faudrait être heureux que cette perspective de sortir de cela existe. Je peux vous dire que les gens, les pays que l'on appelle le secteur en développement, euh, sont en train de se faire une dynamique très intéressante et que les pays occidentaux, les gens dans les pays occidentaux ne devraient pas penser que les pays du Sud sont juste une source d'immigration, de problèmes, de pauvreté. Eh bien, ces gens, le monde entier peut être prospère, peut se développer, et avoir un développement mutuel, une coopération ensuite entre toutes les nations. Il faut agir donc vraiment définitivement, clairement pour cela. Merci Elga. Et je voudrais demander à Alex s'il a une réponse à ce que vient de dire Elga ou Denis, l'un des intervenants. Donc voilà, Alex Reiner. Je pense, je pense que c'est très important de... Enfin bon, vous voyez tout ce dont j'ai parlé. Je ne sais pas si je l'ai rendu bien clair. Je voulais dire que tous ces intermédiaires dans le commerce, c'est pas juste qu'on a des choses pas chères ou de mauvaise qualité ou de bonne qualité. Ça marche en tout cas dans les deux sens. Des gens se demandent comment est-ce que je pourrais avoir du travail. Ils peuvent se dire, il y a deux à trois, il y a- en fait, on devrait penser par rapport à la Chine qui exporte vers nous, ben, nous devrions nous dire, mais c'est merveilleux, la Chine se développe, c'est c'est un marché immense pour nous, qui se développe de plus en plus. Donc c'est un marché qui s'agrandit. Et donc c'est un potentiel incroyable de commercer avec ces gens-là, au lieu de s'inquiéter de leur développement. Et donc, par exemple, il dit aussi, et avec l'Internet, il y a des possibilités de vendre à des milliers, des millions de gens. Alors que quand on a une boutique, on a sa boutique, bon, on voit les gens qui passent devant la boutique, qui peuvent acheter. Avec les nouvelles technologies, on peut vendre à beaucoup plus de gens. Donc, il ne faut pas en avoir peur, mais utiliser cela. Et il faut résister au discours officiel des médias occidentaux. Et ce que dit le peut-être futur chancelier allemand dit, voilà, il y a la Chine qui envoie des choses douteuses. Non, mais il faut arrêter
d'être dans cet état d'esprit de méfiance. Il faut aller de l'avant et travailler ensemble. Denis Small, juste brièvement pour parler comme ce qu'a dit Helga au début de sa remarque, c'est avec les horreurs vers lesquelles l'Allemagne retourne comme elle a eu dans le passé, c'est une honte. C'est une honte sur le leadership allemand qui refuse d'avoir des officiels russes dans les cérémonies de la défaite du nazi. Si vous regardez aujourd'hui Israël et ce qui est fait au nom des Juifs, et donc on a la destruction de gens qui sont détruits, qui sont considérés comme des animaux, la déshumanisation qui est faite, et au nom des Juifs, on fait cela, c'est terrible pour les Juifs qu'on fasse cela en leur nom. Et donc, c'est-à-dire que ce qui a été fait contre les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale est fait aujourd'hui aux Palestiniens. Je suis américain et les choses qui sont faites aujourd'hui au nom des États-Unis, en, 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 en permettant les États-Unis qui permettent des situations telles que Gaza ou d'autres, c'est une honte sur nous. Honte sur nous aussi en tant qu'espèce humaine, qu'ils puissent autoriser que la plus noble création qui existe, l'humanité, tolère la pauvreté, la bestialisation. Honte sur nous que nous ayons ce genre de tuerie. Et il y a des jeunes qui ne savent pas ce qu'ils font, et ils tirent et ils croient qu'ils sont dans un jeu vidéo. On a vraiment un problème d'ensemble, je pense. Et la seule façon de retourner à un vrai sens d'humanité, c'est qu'il faut avoir un nouveau concept qui retourne en fait à un vieux concept de l'humanité, qui est le divin, qui est dans chacun de nous, et donc qui doit avoir l'amour pour l'humanité. Et les remarques d'Elga pour l'Allemagne, ce n'est pas une question allemande, c'est une question de l'espèce humaine. Il faut prendre cela. Nous devons prendre tout cela en main, tous. Merci à vous tous pour ces remarques, pour qui démarre la discussion. Donc, nous allons maintenant passer bientôt à la période de questions-réponses, où vous pourrez lever la main et prendre la parole. Donc, vous pourrez parler en français, puisque vous écoutez en français, de toute façon, vous parlerez en français, et nous traduirons en direct en anglais, donc 3 minutes chacun. Là, elle disait juste qu'il y a des gens qui suivent en direct en anglais sur YouTube, donc ils doivent se connecter à Zoom. Là, donc vous êtes déjà sur Zoom, vous pourrez parler, vous pourrez participer.